Ismaïla Amadou Traoré. C'est important de donner la chance, sinon on ne s'en sortira pas. Je crois que les précisions, elles sont importantes. J'ai suivi avec attention depuis hier jusqu'à aujourd'hui ces exposés brillants de Sanso, mais aussi complétés par Monument. Des grandes précisions de Monument. Il faut y ajouter. Effectivement, je les félicite tous les deux pour ce travail. Donc moi aussi, j'ai pris quelques notes. D'abord, je commence parce que je disais hier justement que c'était un dossier effectivement qui m'intéresse déjà parce que ça sent la France-Afrique derrière, dès le départ de ce dossier. Et vous savez, lorsqu'on parle de France-Afrique, c'est un certain mélange que l'on retrouve dans ce dossier. Sanso a évoqué à la base comment cette société minière s'est installée en Guinée, avec l'appui notamment effectivement de l'ancien ministre Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de François Hollande, ami de longue date du professeur Alpha Condé. Et ça, c'est d'un côté, le côté politique. Et vous savez, la France-Afrique, c'est ce mélange justement entre politique et économique et industriel. Et de l'autre côté, donc, il y a Anne Lauvergeon, qui aussi est connue dans le milieu des affaires france-africaines, puisqu'elle était à la tête de la société Areva, qui exploite la mine nigérienne de... Voilà. D'Arlit notamment. Voilà, donc... Non, la mine d'Arlit, mais le produit lui-même. L'uranium. Voilà, justement. Merci. Exactement. Donc voilà un peu déjà les éléments avec ces indices-là. Donc c'est exactement vraiment les ingrédients justement parce qu'il a parlé justement d'une possible intervention, en tout cas un courrier d'un des promoteurs qui se gargarisait de l'appui de l'ambassade de France et qui carrément donnait des instructions quelque part en ce qui concerne une affaire judiciaire. Ça, c'est le premier aspect. Et deuxième aspect, le plus important, bien évidemment, sur la question de la fiscalité. Et vous savez, effectivement, j'ai entendu les notions de fraude fiscale et d'évasion fiscale. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose d'abord de très complexe. C'est pourquoi on dit que le problème, c'est que la frontière est très fine entre ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, qui est légale, et l'évasion fiscale, qui est illicite. Et la frontière est très fine. C'est-à-dire l'optimisation fiscale, c'est toutes ces grandes sociétés le font, le pratiquent. Elles ont des conseils, des grands cabinets en conseil, que ce soit en droit des affaires ou en fiscalité, pour justement pour les aider à tirer un maximum de profit des lois et des règlements, de la réglementation fiscale dans les pays dans lesquels elles opèrent. C'est comme un milieu maritime aussi. C'est une grande nébuleuse. Voilà. Et pourquoi je rappelle justement que cette frontière... L'immatriculation des bateaux et autres. Voilà, exactement. Et pourquoi je rappelle que cette frontière est fine? Parce que parfois, c'est aussi nos réglementations qui sont en cause. Parce que l'un des mécanismes que Sanso a décrit, c'est un problème global, un enjeu qui a fait l'objet de beaucoup d'études, de beaucoup de débats, qui est la question des prix de transfert. C'est une technique, effectivement, d'optimisation fiscale que beaucoup de sociétés minières pratiquent. Il y a d'autres sociétés qui ont été épinglées. Je me rappelle d'un article de Africa 21 sur Afrique 21 sur la SMB, il me semble, aussi mes souvenirs sont bons, qui décrivait aussi justement ces mécanismes-là, c'est-à-dire le fait d'avoir grosso modo, en résumé, c'est le fait de contractualiser avec des groupes, des sous-groupes au fait dans un même groupe qui a pour effet donc de déplacer quelque part là où
l'assiette fiscale vers des pays justement où le fisc est moins regardant. Exactement. Donc parfois, c'est aussi nos lois qui permettent cela. Et maintenant, ça, quand nos lois le permettent, ça reste de l'optimisation fiscale. Maintenant, lorsque la société, par exemple, ces sociétés, je donne un exemple concret, si ces sociétés sont des sociétés écrans, par exemple, qui sont censées faire des consultations environnementales, etc., mais qui n'ont rien produit, là, on est dans le domaine de l'évasion fiscale, clairement. Mais si, par exemple, elles ont produit des prestations, mais ce qui est en cause, c'est le fait qu'elles appartiennent à l'un ou l'autre actionnaire, ou les actionnaires, et que c'était des prestations qui auraient pu être faites en Guinée, alors là, si la loi le permet, là, c'est de l'optimisation fiscale. C'est de l'optimisation fiscale. Maintenant, démêler, et c'est la conclusion, démêler ceci, cette optimisation fiscale de l'évasion fiscale, c'est un travail de fourmi. Et là, j'interroge effectivement la capacité de la gendarmerie guinéenne de mener ce genre d'enquête. Et lorsque je parle de capacité, de ces compétences dans un domaine qui est par essence très technique. Maintenant, justement, ça c'est en question, je questionne ces compétences dans le sens, les compétences humaines, mais pas dans le sens légal. Dans le sens légal, la gendarmerie est tout à fait fondée à engager des enquêtes préliminaires sous, bien entendu, la direction, sous le contrôle d'un procureur, mais elle peut aussi l'engager d'office. Mais toujours, elle peut s'autosaisir, faire des enquêtes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des officiers de police judiciaire aussi, les gendarmes en font partie. Donc, ces gendarmes-là, d'un point de vue légal, peuvent engager des enquêtes préliminaires, mais tous les actes qu'ils posent dans ce cadre-là, c'est sous la direction, sous le contrôle d'une part du procureur ou parfois aussi de la chambre d'un juge d'instruction. Donc ça aussi, c'est la question qui se pose, c'est est-ce que justement aujourd'hui, il y a un procureur, forcément, normalement, qui doit en tout cas diriger aussi ces enquêtes-là, même si c'est les gendarmes qui l'exécutent. Si, forcément. Non, forcément. S'il n'y a pas... Parce que le parquet général... S'il n'y a pas de procureur, c'est pas possible. Il y a un procureur, il y a une source qui s'est refusée à répondre. C'est qui le procureur maintenant? Oui. Mais ça ne doit pas être caché. Normalement. Baïla. Non, le procureur. Ça doit être connu de tout le monde. Dire que c'est le procureur qui a instruit la gendarmerie nationale à mener les enquêtes. Ça doit être connu de tout le monde. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Il ne doit pas avoir de mystère autour de ça. Oui, mais on peut le savoir. Comment se fait-il que la justice de Bokeh tranche en la faveur de l'AMR et ici à Conakry on continue à mener on fait non, que Bala n'applique pas. Exactement. La gendarmerie ne veut pas appliquer cette décision prise par et continue le TPI de Bokeh. Oui, bon, ça, outre la décision qui a été prise par le TPI de Bokeh. Bon, comme je ne connais pas exactement le dossier, parce que en tout cas, moi, je n'ai pas connaissance. Il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'il y a eu un recours? Cette décision date de quand? Est-ce qu'il y a eu un recours? Est-ce que ce recours est suspensif? Bon, ça aussi, c'est des questions qui peuvent être posées. Donc, en tout cas, grosso modo, c'est une vraie question. Et je conclus en disant que autant j'entendais se réjouir d'un audit lancé dans le secteur de l'énergie. Justement, voilà un autre secteur, le secteur minier qui doit être aussi audité. Qui doit être bien entendu audité parce que c'est un secteur névralgique où beaucoup de nos milliards partent potentiellement dans la nature.